Bien, Wilfried Nsondé, merci et bonjour. Bonjour Jacques. D'être Bonjour avec à nous tous. aujourd'hui autour de votre dernier roman, Héliosphéra, fille des abysses. On verra de ce dont il s'agit. Et le sous-titre est intéressant, d'amour et de plancton, qui me paraît important. Alors, vous êtes né à Brazzaville, mais vous avez grandi en Île-de-France. Vous avez vécu plus d'une vingtaine d'années à Berlin et vous habitez Lyon. Donc, vous êtes l'auteur déjà de 6 romans publiés chez Actes Sud, avec notamment Le cœur des enfants léopards, qui était sorti en 2007, Un océan, 2 mers et 3 continents en 2018, et Femmes du ciel et des tempêtes, qui était sorti en 2021. Vous avez été aussi pas mal primé, et vous êtes donc ici pour ce dernier roman qui a 3 semaines, donc qui est très récent. Et je dirais que ce roman m'a paru... Alors, ça a un côté objet littéraire non identifié, quelque part. C'est un roman, mais c'est aussi un essai. Il y a un côté reportage aussi. Il y a beaucoup de poésie. Il met en relation une jeune scientifique, un ballon de plastique crevé qui va se promener. Et puis, tout ceci est observé par 2 planctons, Héliosphéra et Xanthelle. Et alors, je serais tenté de dire que vous avez, à travers les différents textes que vous avez édités, vous explorez dans vos récits et romans des aventures historiques, souvent, des expériences d'exil, d'altérité. Et aujourd'hui, vous nous parlez du rapport au monde vivant. Au printemps 2021, vous embarquez sur la goélette Tara et vous avez navigué au large des côtes chiliennes. C'était pendant la période du Covid, ce qui n'était pas simple, on y reviendra. Et vous décrivez en quelque sorte une fascination, quelque part. Fascination des éléments, fascination de la vie grouillante dans les eaux du Pacifique. Et puis, vous évoquez le travail aussi des marins et des scientifiques. Et je serais tenté de vous dire et de vous demander, pour débuter cette conversation, en plus, après, dans un moment, nous passerons la parole à l'auditoire. Comment vous est venue cette idée d'aller, de cette manière, en quelque sorte, que vous évoquez dans cet ouvrage, d'aller observer le vivant, et qu'est-ce que ça a suscité chez vous? Car il y a une part d'observation scientifique d'une part, mais il y a une grande place aussi, donc, à l'imaginaire, quelque part, et à la poésie. Ok. Merci à toutes, merci à tous d'être là. L'idée de monter sur la goélette Tara et de participer à une mission océanographique m'est venue parce que, au regard des questions autour du réchauffement climatique, de l'avenir de l'humanité sur la Terre, la parole des scientifiques est importante, mais elle me semblait un peu opaque. Et donc, Stéphane Durand, l'éditeur de Monde Sauvage, Actes Sud et moi, on s'est dit qu'il serait peut-être intéressant de créer des ponts entre les scientifiques et les écrivains, partant du principe que quand les écrivains font bien leur travail, ils arrivent à travailler sur l'émotion, et que peut-être qu'un mélange entre un corpus scientifique et une ambition de produire de l'émotion, on pourrait être à même d'intéresser le grand public au travail des scientifiques.
Au début, je devais suivre une expédition scientifique française en Sibérie, au-delà du cercle arctique, ça n'a pas marché. Je devais en suivre une autre au Groenland, ça n'a pas marché non plus. Et ça arrive. Et quand on a appris que la goélette Tara partait, on leur a tout simplement demandé si ils étaient prêts à m'accueillir. Ils ont accepté. Et alors, je ne connaissais absolument rien du monde sous-marin, mais j'avais quand même déjà l'idée de faire de cette expérience un roman. Mais je vous avouerai qu'au début, je pensais plutôt à m'emparer de mammifères marins comme personnage, mais j'ai découvert le plancton. Voilà, alors, quand je monte sur le bateau, le plancton pour moi, ce sont des trucs que les baleines mangent, point. Et en fait, c'est beaucoup plus que ça. Justement, cette idée du plancton, elle vient comment? Ben, elle vient du fait que à mon deuxième quart de nuit, alors bon, parce que sur un bateau qui fait une mission océanographique, on va pas se mentir, un écrivain ne sert à rien. Parfois, c'est bien de ne servir à rien. Voilà, c'est bien parce que du coup, je pouvais un peu aller partout, en machine, en cuisine, près des scientifiques. Et surtout, je faisais les quarts de nuit pour que ceux qui savent à quelque chose puissent dormir. Et la deuxième nuit, le marin avec qui j'étais de quart me dit viens. Et il me montre tout l'arrière du bateau était illuminé. Il me dit le plancton est là. Il réagit. Et là, je passe des trucs que les baleines mangent à des organismes vivants qui ont plus la faculté de produire de la lumière, ce dont nous ne sommes pas capables. Et j'apprends que le plancton fournit 50 à 70% de notre oxygène. Donc si, mesdames et messieurs, il est un sujet important, c'est bien celui-là. Le plancton. Et nous sommes tributaires du plancton. Et donc ces organismes, je me dis que ces organismes ont forcément énormément d'intérêt. Voilà. Et c'est là où je commence à me focaliser sur le plancton. Et alors, justement, on voit à travers le personnage de la jeune chercheuse, Olanda, comment elle va, elle aussi, si je puis dire, s'intéresser au plancton au départ, quand elle va... Et je me suis dit que là, il y avait une part de vous, quelque part, dans ce personnage. Oui, je me cache. Qui est un personnage féminin. Oui, alors, Ollanta, c'est un mélange de deux scientifiques qu'il y avait sur le bateau et de moi. Et je trouvais plus intéressant de m'incarner dans une femme parce que ça me demandait un travail littéraire plus intéressant que de partir de moi. Voilà. Mais c'est vrai que dans un certain nombre de perceptions qu'elle a et de conclusions, c'est un peu moi. Oui. Oui, voilà. De toute façon, oui, tout à fait. Mais c'était important qu'elle ait un lien sociologique avec le Chili et surtout avec les peuples amérindiens. Les Mapuches, notamment. Oui, les Mapuches. On aura l'occasion d'y revenir. Oui. C'était important que, comme moi, elle découvre l'océan, le bateau, mais qu'elle ait quand même des connaissances scientifiques, parce qu'il s'agit aussi dans le livre d'une espèce, alors pas de remise en question, mais d'interrogation sur la démarche scientifique. Tout à fait, j'allais y venir, effectivement, il y a toute une interrogation sur cette démarche, et à la fois à double titre, si je puis dire. Le premier, à travers le personnage, effectivement, qui se dit qu'au fond, la science n'explique pas tout, d'une part. Ça, c'est un premier aspect. Et puis, il y a peut-être l'interrogation de l'auteur lui-même sur cette démarche art et science, comme je le disais tout à l'heure. Oui, alors... Pour vous, qu'est-ce que ça évoque? Comment ça résonne?
Alors, les océanographes m'expliquent qu'ils ne connaissent que 2% de ce qui existe dans l'océan. Les physiciens m'expliquent qu'Einstein et Newton ne permettent d'identifier que 4,8% de ce qui existe dans l'univers. Rien. L'art peut nous aider à appréhender tout ce vide. Alors, le peu que les scientifiques comprennent nous permet de construire des bateaux, des bombes atomiques, d'aller jusqu'en Mars. Donc, ce rien est déjà énorme, mais c'est néanmoins rien. Et donc, je me dis qu'il faut, pour appréhender le grand tout, il faut qu'on en appelle à des ressources qui relèvent de l'instinctif, de l'imaginaire, de l'émotion. Et c'est là où l'art trouve sa place. Tout à fait. Et aussi de tradition, en quelque sorte. La façon dont, par exemple, Ollanta évoque la présence et son héritage, en quelque sorte, Mapuche, en dit long sur la façon dont elle va envisager et dont elle va évoluer dans sa propre démarche. Oui, parce que c'est alors, ce qui est nécessaire à la démarche scientifique, c'est d'objectiver ce sur quoi elle travaille. Ils n'ont pas beaucoup le choix. Mais ce faisant, le vivant devient de la matière. Moi, le lien que j'ai tissé avec le plancton, c'est pas un lien d'intimité, mais c'est un lien de proximité. Voilà, je les sentais, je les voyais proches de moi. Et je ne me sentais pas légitime de les analyser. Et encore moins de les comprendre, mais j'avais envie de les suivre. Parce que il faut que je dise, c'est le fait d'avoir vu le plancton s'illuminer, c'est une entrée en contact, c'est une entrée en communication. J'ai revu les marins Lorient il y a 2 semaines parce que Tara est rentrée à Lorient et ils m'ont dit qu'ils n'ont plus jamais eu autant de bioluminescence que ce qu'on a eu au Chili. On pourrait se dire, mesdames et messieurs, que le plancton voulait vraiment entrer en communication avec moi pour que je parle de lui, que je sois à même de venir vous en parler. Et pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. D'ailleurs, en plus, naît à travers ces personnages du plancton une histoire d'amour. Mais oui, mais parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement troublant dans le comportement de certains planctons, c'est cette propension qu'ils ont à se chercher, à se trouver, à s'unir. Et ce qu'on observe, on est obligé de constater que cette union est fondamentalement charnelle et beaucoup plus totale que ce que nous autres mammifères sommes capables de faire. Voilà, c'est l'idéal romantique de la fusion totale de 2 êtres. Chez nous, mammifères, elle reste incomplète. Chez le plancton, elle est effectivement totale. C'est 2 entités différentes qui, au final, n'en forment plus qu'une et qui, après, vit en vase clos, qui n'a plus de comportement de prédation, qui recycle ses déchets et qui prolonge sa durée de vie. C'est troublant. Je crois que si Werther de Goethe avait pu se fondre en Charlotte, il l'aurait fait. Mais il ne pouvait pas, et s'est tué. Mais là, oui, et depuis 500 millions d'années, le plancton s'unit de manière fusionnelle et totale. Et est-ce que c'est cette démarche que l'on évoque là, est-ce que c'est lorsque vous étiez sur le bateau, vous avez pu échanger sur cette démarche qui était la vôtre avec les scientifiques à ce moment-là, ou pas? Ou est-ce que c'était difficile? Alors, les scientifiques, non, ils étaient très ouverts, et les scientifiques appellent ça la symbiose. C'est
un végétal et un animal se rencontrent, fusionnent, point. Il n'y a pas de poésie là-dedans. Moi, j'y voyais extrêmement de poésie, parce que c'est quand même extraordinaire. Parce que ce ne sont pas toutes les héliosphères qui entrent en symbiose, ce ne sont pas toutes les xanthelles qui entrent en symbiose, et quand même, dans l'immensité du Pacifique, il y a des milliards d'héliosphères et de xanthelles. C'est inexplicable pourquoi celle-ci entre en fusion avec celle-là. C'est même inexplicable pourquoi l'héliosphère ne dévore toutes les xanthelles, mais celle-là non. C'est comme il est inexplicable pourquoi il y a 8 milliards d'êtres humains sur la Terre et pour la plupart d'entre nous, on n'a qu'un seul partenaire. C'est quand même une anomalie. Voilà. Et donc, oui, les scientifiques étaient très surpris parce qu'ils n'avaient jamais pensé que ça pouvait ressembler à l'amour. Pour moi, c'était une évidence. Il se passe du romantisme dans l'océan depuis 500 millions d'années. Et donc, ils interprétaient ça comment? Dans une démarche classique, scientifique, voilà, ça donne ça, on voit ça, on perçoit ceci, ça va. C'était des choses causales ou pas? Ou est-ce que vous êtes arrivé à les amener à la poésie, peut-être un peu, certains? C'est pas contradictoire d'ailleurs. Alors, ils ont très vite compris que c'était une manière assez habile d'amener les gens au plancton. Parce que c'est troublant, voire drôle. Je vois madame qui sourit un peu, et c'est drôle, mais en tout cas, voilà. Donc c'est beaucoup plus abordable que la symbiose, tout à fait. le truc chimique. Là, il y a de la poésie, il y a du rêve, il y a de l'extravagance. Mais enfin, voilà, c'est une affaire d'interprétation. Hein. Oui, tout à fait. Mais que vous reproduisez, si je puis dire, dans le personnage d'Olanta d'ailleurs, la façon dont elle va elle-même réfléchir. Au départ, on le sent, c'est une scientifique pure et dure. Oui. Elle est devant le microscope, en quelque sorte. Oui. Et puis, petit à petit, il y a l'interrogation. Il y a aussi son passé qui revient, tout son héritage donc mapuche pour effectivement en arriver à, je dirais, une vision optimiste du monde en quelque sorte. Parce que à travers ce roman, il y a aussi quand même les entraves, si je puis dire, à la biodiversité. Il y a ce ballon rouge qui vient de la Durance et qu'on va retrouver au fond du Pacifique, ce plastique qui va aller nourrir d'autres plastiques. Et on sait que... On sait, et d'ailleurs, il y a un moment, une scène où, je dirais, Heliosphera et Xanthelle se retrouvent en dessous d'une chape, en quelque sorte, de plastique qui les recouvre, et ils disent qu'ils ne peuvent plus respirer. À ce moment-là, ils ne peuvent plus s'aimer, en quelque sorte. Et donc, vous avez quand même introduit dans ce roman toute la question, et les questions qui se posent aujourd'hui sur, je dirais, la pollution. Et la pollution à travers le plastique, en quelque sorte, entre autres. Ça m'a fait penser à un texte très ancien qui était sorti dans un ouvrage qui était paru en 1962 de Ballard, qui s'intitulait « Sécheresse », où il expliquait qu'un jour, peut-être, les océans seraient couverts pour partie par d'immenses, je dirais, d'immenses territoires, en quelque sorte, de plastique. On ne sait pas, hein, mais j'ai découvert toute l'étendue de la nocivité du plastique sur le bateau. Voilà, parce que l'une des missions de Tara, c'est de rechercher la présence. Alors, pas comme on s'imagine de gros déchets de plastique sur l'océan. Le continent plastique n'existe pas. Le fléau,
c'est le micro et nanoplastique, celui qu'on ne voit plus, mais qui reste nocif. Mais le pire, c'est pas le plastique en lui-même, c'est la non-gestion du plastique. Alors, le plastique en soi, si on le recycle à l'infini, il nuit peu. Mais si on en fait n'importe quoi, là, ça devient une catastrophe. Mais je voudrais une parenthèse parce qu'au final, pour ce qui est de la littérature, le plastique est un excellent personnage de littérature. Parce que c'est le méchant par excellence. Tout à fait. Il est d'un dynamisme incroyable, il est d'une composition mystérieuse, et sa fin est encore plus mystérieuse. Il peut aller partout. Voilà, il nuit à la faune, à la flore, aux humains. Voilà, c'est un truc, c'est un truc assez facile à mettre en scène, ce qui n'est pas le cas du plancton. Là, c'est beaucoup plus compliqué de manier des organismes qui n'ont pas de cerveau, qui vivent dans le noir et qui, pour la plupart, ne se déplacent pas d'eux-mêmes. Voilà. Oui, tout à fait. Et ce qui m'a frappé aussi par rapport au plastique, c'est que le parcours de ce plastique-là, mais le parcours du plastique en général, donc, qui peut partir des Alpes, il va dans le monde entier. Et on se rend compte que peut-être, parce qu'il faut être prudent, mais l'un des problèmes que l'humanité a au XXIe siècle, c'est d'oublier que la planète est interconnectée. Nous fonctionnons sur des modes de nations, de frontières. La nature s'en fout. Le plastique se fiche des eaux territoriales, se fiche des passeports. Le plancton aussi. Mais on l'oublie. Et s'il faut trouver des solutions pour demain, elles doivent être globales. Vous évoquez d'ailleurs, et vous posez la question en quelque sorte, à travers cet ouvrage, de la relation entre aujourd'hui ce que l'on appelle l'homme et la nature, ou la question de la façon dont on peut considérer ce que l'on appelle l'être vivant aujourd'hui. Oui, je pense que c'est vraiment une question centrale, d'autant que si j'en suis venu depuis, donc c'est le deuxième livre qui tourne autour de ces questions-là, c'est parce que ce sont des romans qui viennent après mon roman sur la traite transatlantique. Ouais. Parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que cette propension que les humains ont eue de considérer d'autres humains comme des inférieurs, comme des outils, c'est la même que nous avons massivement par rapport à ce qui nous entoure. Ça commence par ceux d'entre nous qui ont des jardins, considèrent que ce qu'il y a dans le jardin leur appartient, et qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, et qu'ils sont maîtres de l'évolution de tout ce qui se passe, c'est eux qui décident. On a tous en tête cette parole de la mise en valeur de l'espace. Ça veut dire que l'espace sans nous n'a aucune valeur. Là commence l'attitude délétère. C'est la domestication de la nature, comme on dit. Ouais. Et donc, alors je n'ai pas de réponse toute faite, hein, mais je pense que c'est important de s'interroger sur notre philosophie, notre conception du rapport qu'on a avec ce qui nous entoure. Voilà. Il y a des chamans qui se considèrent faire partie du grand tout. Il y a des mystiques près du Gange ou près du lac Baïkal qui, avant de poser un pied par terre, se posent la question, est-ce qu'ils ne vont pas écraser un insecte? Bon, ils ne se rendent pas compte qu'il y a quand même des bactéries. Mais bon, en tout cas, voilà, aussi. Voilà, mais en tout cas, ils ne considèrent pas que ça leur appartient. Tout à fait. Voilà. C'est d'ailleurs ce que Ollanta comprend à travers son héritage mapuche,
qui est Oui. un passage important d'ailleurs Oui. dans votre livre. Alors, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que ce qu'on appelle d'ailleurs malheureusement les peuples premiers seraient meilleurs que nous, mais en tout cas, ce n'étaient pas des parfaits crétins. Voilà. Et donc, c'est important Oui. de s'intéresser à ce qui a été leur conception du monde et du rapport entre l'humain et ce qui l'entoure. Tout à fait, c'est ce qui ressort de votre livre et même un peu du précédent aussi. C'était justement prendre en compte la façon dont effectivement il y a un héritage. Nous recevons aussi des héritages. Il y a eu d'autres façons d'envisager notre rapport au monde et on n'est pas forcément aujourd'hui au 21e siècle les meilleurs. Oui, il y a même, alors on peut parler des Mapuches, des chamans de Sibérie, mais je connais des druides et des druidesses dans le Finistère qui partagent aussi cette conception-là, qui écoutent les pierres, voilà. C'est pas- Il y a aussi des peuples premiers en France. Alors, comment avez-vous, je dirais, comment avez-vous écrit ce livre? Si j'étais désagréable, je dirais que j'ai pris un stylo et une feuille, mais moi, je ne suis pas désagréable. On peut le faire, on peut le faire. Alors, Il y avait une émission à une époque sur France Culture, il y a fort longtemps, qui s'intitulait Comment écrivez-vous? Et je me souviens d'une interview de Roland Dubillard, où il expliquait comment il écrivait. Il disait « Oh, moi, vous savez, c'est simple. Je prends un grand carton, je mets des pinces à linge partout. Ça avait commencé comme ça. Ça avait duré un quart d'heure à peu près avant de passer à l'écriture, à l'écrit. Et donc, il expliquait donc qu'on peut très bien le faire, hein, si vous voulez. » Alors, pour ce projet-là, quand j'ai décidé de faire un roman où les personnages seraient du plancton et du plastique, je me suis dit, il fallait que je profite des 5 semaines sur le bateau où j'avais les scientifiques et les marins à portée de main pour noter le plus d'informations possible et de vérifier auprès de tous que je les avais bien comprises. Voilà. Donc c'était vraiment... j'ai beaucoup écrit sur le bateau. J'ai pris beaucoup de notes, mais j'ai pas romancé encore. Voilà, donc j'ai d'abord pris des notes. Ensuite, je suis rentré, comme j'avais un livre qui allait sortir, il fallait quand même que je me consacre à la fin des corrections et à la promotion. Et j'ai repris, donc je suis rentré en mai et j'ai commencé la rédaction autour de novembre. Et ça a été extrêmement compliqué. C'était extrêmement compliqué, parce que de retour de Tara, quand j'ai commencé à rédiger, je me suis rendu compte que il n'y avait pas beaucoup de choses à raconter. La, la vie pendant une expédition océanographique est assez routinière. Chaque jour, il se passe un peu la même chose. Le ciel, même s'il est magnifique, très inspirant, bah, il ne bouge pas. L'océan non plus. Aïe. Donc j'avais des éléments fascinants, très inspirants, mais qui ne bougent pas. J'avais des personnages qui vivent dans le noir. Bon, je dis, oulala, ça va être compliqué. Mais bon, après... En plus, on était dans la période du Covid, de la Covid, donc vous ne pouviez pas, les larges des côtes chiliennes, vous ne pouviez pas descendre. Ah non, bah, alors, ouais, là, ça c'était le crève-cœur. Hein. Là, je dis, j'ai été au Chili, mais j'ai vu le Pacifique. Hein. Voilà, parce que même en escale, alors, on était en escale surtout à Valparaíso. Vous êtes en escale, vous voyez les collines avec les superbes maisons colorées. Seulement, vous êtes dans le port militaire, ce qu'il y a de plus moche au monde. Et on était donc, ils avaient le quai, il y avait un destroyer de la marine chilienne et nous, pour que vraiment on ne sorte pas, parce qu'il fallait qu'on brave la marine chilienne pour sortir. Ouais, donc ouais, ça c'est un crève-cœur. Ouais. Mais bon, en même temps, ça favorisait vraiment, c'était une immersion totale.
sur le bateau, dans le bateau, avec les scientifiques, les marins. C'est quelque chose que je ne referai pas forcément, mais c'était passionnant. Voilà. Votre livre aussi, je dirais, est-ce qu'il y a un parti pris à avoir fait des chapitres courts? Ou est-ce que vous auriez pu le concevoir différemment? Je dois dire que ce parti pris, personnellement, je l'ai trouvé très intéressant parce qu'il lui donne à la fois beaucoup de force et il y a des côtés qui invitent, je dirais, à la réflexion. Et l'ellipse, c'est toujours quelque chose d'intéressant aussi. Est-ce que ça a été, pour vous, c'était quelque chose que vous avez choisi ou c'est venu, au fond, à travers l'écriture? Non, non, c'était le fruit d'une réflexion. Alors, il fallait que le roman soit court parce que la vie du plancton est brève. Mhm. Et aussi parce que, bon, j'allais pas proposer un pavé de 400 pages sur le plancton. Là, le lectorat aurait eu peur. Et aussi, c'était parce que, bon, la grande difficulté de l'écriture de ce roman-là, c'était de livrer des informations scientifiques, mais sans assommer les lectrices, les lecteurs de mots barbares et de concepts compliqués. Donc, il fallait que les chapitres soient courts. Il fallait qu'il y ait de la diversité pour que, bon, on prend 5 pages dans le plancton avec tous ces noms compliqués, mais ensuite on voyage avec le plastique, et puis on en vient à la scientifique, et on revient au plancton, et ainsi de suite. Il faut quand même ménager hein, le lectorat. Voilà, donc c'est ça. Et aussi pour garder du dynamisme, pour garder le lecteur aussi, voilà, pour produire de la tension, donc des chapitres courts qui se finissent de manière abrupte pour que le lecteur ait envie de connaître la suite. Voilà. Donc sinon, au final, c'est un texte très technique. Tout à fait, ça transparaît, mais il y a une grande place, je trouve, je le disais tout à l'heure, mais je le redis ici, à l'imaginaire aussi, et en filigrane à la poésie. Merci. Quelle est la place de la poésie, justement, chez vous? Elle transparaît dans d'autres textes, d'ailleurs, hein, que vous avez faits. Mais dans mon parcours littéraire, j'ai commencé à écrire à l'adolescence, voilà, 14-15 ans. Et si j'ai commencé à écrire, c'est parce que j'ai été subjugué par les romantiques du 19e siècle. Voilà, cette manière de mettre l'émotion, le sentiment au centre de tout. Werther, c'était mon livre de chevet. Chateaubriand, voilà. Et donc, pendant 20 ans, je n'ai fait qu'écrire de la poésie. Et j'aimais bien, et j'aime bien le travail poétique sur la langue. Voilà. Et donc, oui, c'est quelque chose. On me dit que j'ai une prose poétique, ça me va. Voilà. Et j'ai cette ambition, pas cette prétention, mesdames et messieurs, mais l'ambition de produire du beau. Voilà. Et la nature est fascinante, le plancton aussi. Et donc, je pense qu'il méritait quand même cette ambition de poésie. C'est réussi. Je crois que c'est réussi dans votre, dans ce texte-là. Alors, que nous disent à nous, en quelque sorte, les végétaux et les animaux? J'écoutais encore hier Laurent Tillon, qui a écrit sur le chêne. Est-ce que les végétaux, les animaux nous enseignent de particulier au XXIe siècle? Je pense que c'est cette idée de coopération pacifique. Alors, les observations de la nature ont fait penser à certains
que c'était un système de prédation généralisée, de compétition entre les espèces, de sélection, un truc très brutal. Ce que j'ai appris du plancton, c'est qu'il existe hein, dans les océans de la prédation, mais ce qui est majoritaire, c'est la coopération. C'est l'idée d'écosystème où tout est lié, tout se noue pour le bien de tous. Et la symbiose en est l'illustration la plus forte. Voilà. En l'occurrence, le plancton est capable, donc des animaux entrent en symbiose avec des végétaux. C'est une espèce de rencontre des qualités de chacun pour le bien des deux. Tout à fait, surtout dans une période quand même où c'est pas évident, comme on dit, où là... Ouais. Hein, Oui, pour moi, je l'assume. Le plancton m'a donné une leçon philosophique. Voilà. Nous ne sommes pas obligés de nous combattre continuellement. Aragon disait quoi? Toujours ce serait la guerre, la querelle des manières de roi et des fronts prosternés. On peut faire autrement. Le plancton fait autrement. Et donc, pourquoi pas nous? donc c'est le message donc, que nous renvoie, je dirais, ces micro-algues, on va dire. Dans mon cerveau perturbé, les informations que voulait me donner le plancton, c'était ça, oui. Monsieur, dites aux autres que on peut s'employer à faire de la coopération pacifique. Voilà, c'est quand même, voilà, nous, les mammifères, nous considérons qu'il y a une différence fondamentale entre les végétaux et les animaux. Nous sommes même capables qu'il y a des différences fondamentales entre nous pour des questions de genre, pour des questions de couleur de peau. Alors que nous appartenons à la même espèce, et bien le plancton nous dit qu'on se trompe. Même quand on n'appartient pas au même règne, on peut trouver à s'entendre. Voilà. Donc ce roman est très récent. Est-ce qu'il a été lu par les membres de l'équipage avec lequel vous avez voyagé? Est-ce que vous le savez, est-ce que vous savez s'il a été lu ou pas par Oui, certains? Ouais. il a été lu par le capitaine et le second capitaine parce que c'était important d'un qui vérifie que tout ce qui avait trait à la navigation n'était pas faux, mais aussi parce que voilà, c'est la fondation Tara Océan Ouais. qui m'a invité. C'était important qu'ils visent le texte pour que ça ne puisse pas nuire à leur travail, parce que parfois on ne sait pas. Je savais par exemple travailler avec Médecins sans frontières au Burundi, et je savais écrire une nouvelle où je donnais en fait une information qui aurait dû rester confidentielle. C'était l'information qui disait qu'en fait les équipes de Médecins sans frontières ont toujours une enveloppe d'argent parce que quand ils se font racketter, ils la donnent. Mais il ne faut pas que les gens le sachent. Parce que sinon, voilà. Donc j'ai dit, bon, ce coup-ci, avant de publier, il faut que les intéressés aient lu. Voilà. Et leur réaction? Ah ben là, le second capitaine m'a écrit hier, il en a acheté 10 du coup. Je dois en offrir. Bon, je pense que ouais. Donc ils se sont reconnus quelque part. Oui. C'est ça qui est important. Peut-être on va passer la parole à l'auditoire, sauf si vous souhaitez ajouter autre chose ou si vous souhaitez qu'on évoque d'autres thèmes. J'ai d'autres questions et j'en ai plein. Donc si quelqu'un souhaite prendre la parole, voilà, j'ai un micro, je le fais circuler. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je me demandais comment vous aviez fait pour ne pas personnifier les planctons et créer quand même de l'attachement pour eux de la part du lecteur. Comment ça se fait qu'on est attaché à eux alors qu'ils n'ont pas de volonté et pas de dialogue? Je vous remercie pour cette question parce que c'était une grande inquiétude. Voilà, c'est une grande inquiétude de ne pas en faire des humains. Et donc, c'était
d'avoir un maximum d'informations sur leur comportement, mais de trouver quand même dans leur comportement ce qui nous ressemblait. Mais de ne pas partir de nous vers eux, mais de eux vers nous. Voilà. Mais c'est le grand danger de ce genre d'entreprise. Et au final, je pense que ça marche beaucoup mieux quand on s'attache à des organismes qui ne sont pas des mammifères. Parce que les mammifères sont comme nous. Beaucoup, le plancton non. Donc il a une dynamique tellement propre qu'au final, c'est un peu plus simple de ne pas les personnifier. Mais c'était une inquiétude de chaque phrase. Il ne fallait pas que l'homo sapiens que je suis s'invite dans leur dynamique. C'est le genre de choses où on essaye, mais c'est grâce aux lectrices qui posent ce genre de questions, on se dit ouf. Voilà. Ouais. D'autres remarques, d'autres questions, n'hésitez pas. Hein, on a dû... Bonjour. Bonjour monsieur. En fait, c'est par accident que je suis là. Je me baladais et je vous ai entendu. Donc je suis rentré. Je ne vous connais pas, je ne connais pas l'œuvre, je ne connais rien du tout. Et je vous ai aimé de suite parce que j'ai entendu des belles choses. Merci. Vous avez fait un cocktail philosophique. Même, on ne rentre pas dans les spécialités. Mais vous êtes un homme bien. Parce que peut-être c'est une sagesse africaine, je l'ai dit comme ça. Peut-être vous n'êtes pas africain, mais la sagesse, je la reconnais, africaine. Donc c'est tout ce que je connais, c'est ce que j'ai entendu, je suis ému. J'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire aujourd'hui c'est comme ça qu'il faut parler. Ah, oui, c'est comme ça, parce que le passage de quelques années là, un peu dur qu'on a eu, nous a appris un petit peu à se rabaisser un petit peu, ne pas croire que... Vous le faites bien. Voilà. Merci. D'autres remarques? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je ne voudrais pas, comment dirais-je, je voudrais pas être... c'est tellement positif ce que vous avez dit. Hein. Et puis ça me rappelle quelque chose, je ne sais pas si vous étiez, c'était l'an dernier à Arles, cette conférence sur le vivant, il me semble. Bon. Et c'est vraiment dans le même état d'esprit de dire qu'effectivement, il faut repartir de... Là où nous sommes nés, c'est pas simplement telle rue, à tel moment. Non, nous sommes nés des étoiles et nous avons ce cheminement mystérieux qu'est la vie, finalement. Hein. Et alors, par contre, comme je dis, je ne voudrais pas être négatif, mais pour moi, je serais plus sévère que vous par rapport au plastique, parce que quel qu'on soit le plastique, même si on le recycle, il ne disparaît jamais. Et ça, c'est un autre mystère, quelque part. Alors, quand j'entends parler des gens d'une ambition, comment on appelle ça, le post-humanisme, c'est terrifiant. Parce que ça voudrait dire qu'on devient comme le plastique, on ne disparaîtra jamais. Mais c'est une horreur. Et je crois que cette espèce de considération du vivant tel que vous l'avez évoqué, c'est aussi dire que la vie, c'est quelque chose de continu qui comporte la mort aussi. Et que si jamais on veut devenir du plastique, à ce moment-là, c'est possible aussi. Mais ça représente la fin d'une espérance. Non, je ne pense pas. Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Merci. Je me faisais une réflexion, j'en parle dans le livre, quand j'étais sur le bateau la nuit, quand on regarde les étoiles, ce sont des astres morts. Mais qu'est-ce que ça veut dire, des astres morts, puisque je les vois? Il y a 10 000 ans, les humains le voyaient. Il y a 100 000 ans, les humains le voyaient. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre, mourir? Monsieur, oui, j'ai eu une part de ma socialisation bantoue. Les Bantous ne connaissent pas de frontières
hermétique entre la vie et la mort. Ma mère vous dirait, quand elle se promène dans une rue, il est clair qu'il y a des vivants et des morts qui viennent nous rendre visite. Et pourquoi pas? On ne comprend que 4,8% de ce qui existe. Ces 4,8% considèrent qu'il y a un début, une fin, une vie, une mort. Les 94,2% qui restent ont d'autres considérations. Voilà. Et ensuite, alors moi je suis fondamentalement optimiste. Parce que si l'on est dans une impasse, ben, il faut chercher des solutions pour sortir de l'impasse. D'ailleurs, j'ai écouté hier un monsieur Dufumier qui est un agroécologue. Ah ben, faut lui poser. Il a des solutions. Il vous explique que, en vérité, l'humanité produit plus de nourriture qu'il en faut pour nourrir les humains et les animaux d'élevage. Le problème, c'est la distribution de tout ça. Donc, voilà, le pessimisme est un luxe que je ne peux pas me permettre, en tout cas. J'ai 4 enfants, j'ai envie qu'ils sourient, j'ai envie qu'ils y croient. Et le plastique, parce que alors, on m'expliquait, oui, mais alors, les générations futures, quand ils étudieront nos couches géologiques, ils trouveront du plastique. Oui, mais surtout du plancton. Voilà. C'est encore une fois notre égocentrisme qui part du principe que les générations futures ne verront pas le plancton qui sera majoritaire, mais se dire, ah, mais il y avait du plastique. Vous voyez? Et je pense que oui, nous avons besoin d'humilité. Voilà. L'humanité a besoin d'humilité. L'une des clés pour sortir de l'impasse, c'est l'humilité. On nous parle d'anthropocène. C'est peut-être le planctocène depuis 500 millions d'années. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ça va? De toute façon, votre roman est un roman optimiste. Oui. Vous le dites à un moment. Et d'ailleurs, ce que vous nous avez expliqué confine à l'optimisme. Vous dites, bon, il va falloir réenvisager les choses autrement, ensemble, Oui, en voilà. incluant donc tout ce qui nous entoure, mais de toute façon, certes, il faudra faire avec, et c'est pas toujours évident, mais effectivement, la perspective reste, je dirais, quelque chose que l'on pourrait qualifier de l'ordre d'un humanisme à venir, en quelque sorte, ou à réinventer. Oui, et aussi, je pense que c'est très important d'être indulgent avec nous-mêmes, quand même. Voilà, parce que nous héritons de milliers d'années d'une certaine conception qui a quand même permis d'augmenter l'espérance de vie et d'avoir les moyens de nourrir tout le monde. Donc, tout n'est pas à jeter. Et comme je le disais avec la mise en valeur de l'espace, nous fonctionnons avec des mots qu'on nous a appris qui n'ont plus cours. Mais ça n'est pas facile de s'en rendre compte et encore moins facile d'en inventer d'autres pour une autre conception. Donc soyons indulgents aussi avec nous-mêmes. Le chemin va être long, difficile. C'est comme l'agroécologie, c'est super, mais ça demande beaucoup de travail. Voilà. Ça demande de revoir les conceptions, ça demande beaucoup. Ce matin, c'était encore dans le Gers, je discutais avec le libraire qui m'emmenait à la gare. On disait, mais c'est quand même fou, parce que pendant des siècles, c'était compliqué pour les agriculteurs du Gers d'aller d'un point à un autre. Le Gers,
comme ça, donc il y avait des chevaux, c'était compliqué. Le temps que la voiture apparaisse, elle est devenue un fléau. Non, mais enfin quand même, c'est terrible. C'est terrible. Les arrière-grands-parents souffraient pour se déplacer. Et maintenant, on est tous montrés du doigt dès qu'on monte dans notre voiture. Et on oublie que ça a été un progrès incroyable. Parce que si ça pollue, ça permet aussi aux femmes qui accouchent d'aller plus vite à la maternité, et ainsi de suite. Ça permet d'emmener les enfants à l'école. Donc tout s'est passé tellement vite, c'est compliqué de déconstruire. Dénoncer, c'est important, mais ça, c'est simple. Déconstruire pour reconstruire, ça demande du temps. Une question bis. L'humilité de l'humanité, vous avez dit, c'est très important ça, la sagesse. L'humanité, quand vous en parlez, il y a une unicité. Vous dites l'humanité. Mais dans la réalisation de certaines choses, nous sommes confrontés à des nations, à des peuples, à des États avec des frontières, etc. Comment faire que cette humilité puisse toucher une humanité qui est divisée déjà physiquement, sur le plan des territoires, sur le plan aussi des idées et des doctrines, etc. etc. C'est quand même complexe. Donc l'optimisme, il ne faut pas que ça soit un optimisme béat. Oui, alors vous avez complètement raison. Alors j'en parlais, vous n'étiez pas encore là. Voilà, c'est un peu, alors en plus moi qui suis né au Congo, qui ai grandi en Île-de-France, qui ai vécu en Allemagne, et j'ai vécu aux Pays-Bas aussi entre-temps, dans ma vie, j'ai explosé les frontières. Potentiellement, j'ai la nationalité congolaise, allemande et française. Bon, j'ai qu'un passeport français parce que bon, mais j'ai fait l'expérience de l'abolition des frontières et je dis, dans mes livres, j'affirme qu'il existe un peuple de la terre. Voilà. Et j'ai envie, moi, de dire, en termes d'identité, nous sommes avant tout des êtres vivants, ensuite des humains, et après, on peut être homme, femme, français, chrétien, musulman, c'est cosmétique. L'important, c'est qu'on soit des êtres vivants et des humains. Voilà. Mais dans cette hiérarchie-là, je propose ça. En tout cas, c'est comme ça que je pratique ma vie. Voilà. Et parfois, la somme des conceptions et des actes individuels peut produire de la macroéconomie, de la macropolitique. Il n'y a pas de fatalité à séparer la Terre en frontières. Non. Et sur 300 000 ans d'existence d'Homo sapiens, il y a peut-être 5 000 ans de frontières. Rien. Rien. Donc ce que je dis n'est pas si stupide que ça. Parce que la plupart du temps, les Homo sapiens n'ont pas connu de frontières. Alors, je préfère prendre le temps d'expliquer tout ça parce qu'aujourd'hui, dès qu'on dit universel, on est attaqué de toutes parts. Et, beaucoup y voient un complot. Même avec votre itinéraire même, mais au-delà, c'est la question de la métamorphose qui se pose quelque part. Parce que, en fait, quand il y a une métamorphose, celui qui arrive, là, le métamorphosé, c'est pas celui qu'il y avait avant, mais il n'est pas non plus différent. Et c'est ce passage qui est en train d'une certaine façon de se poser, de peut-être de naître.
Et c'est à mon avis, le seul espoir de sortir d'enfermements qui aujourd'hui sont terrifiants. Si on regarde l'actualité, tous les jours, c'est une catastrophe nouvelle, etc., un impasse, etc. Et peut-être se dire que, bon, quand même, depuis le fameux plancton, qui est bien sympathique, il s'est quand même passé un certain nombre d'évolutions. Cette évolution n'est pas forcément, je dirais que c'est pas forcément à un moment donné une fatalité qu'on passe du plancton pour arriver à l'homme. Hein. Il y a eu aussi, mon chat aussi, né d'une évolution différente, justement d'une métamorphose différente. Et c'est une série de métamorphoses. Aujourd'hui, la puissance de la civilisation, la puissance du savoir scientifique, la réussite en quelque sorte de l'Homo sapiens, est arrivée à un point où il va bien falloir qu'on en sorte. Et ce que vous proposez, c'est de revenir au fondamental, si je comprends bien, c'est-à-dire se dire, regardez le sillage du bateau. Et je crois quand même qu'il va quand même y avoir un certain travail pour passer du sillage du bateau à un homme qui aurait plus une position symbiotique, mais je n'y crois qu'à moitié. Je trouve qu'il va y avoir beaucoup de dégâts avant d'arriver à une solution symbiotique. Parce qu'on est tellement englué dans des interdépendances de toutes sortes que véritablement c'est une vraie métamorphose qu'il faut faire. Alors c'est vrai que dans notre société, tous les jours autour de nous, on trouve des gens différents. Seulement, ils sont pas très recevables, vous comprenez. Ils vivent pas comme il faut. Ils n'ont pas le bon poste de télévision. Ils n'ont pas la bonne voiture. Ou ils vivent pas dans le bon HLM. Mais il y a peut-être une émergence quelque part. En tout cas, il faudra bien qu'il y ait une émergence à un moment donné. Alors, est-ce que vous avez une idée de cheminement individuel qu'on peut faire par rapport à simplement se détacher de cette... non, je suis ingénieur, donc à la limite, j'ai tendance à dire, on va trouver des machines. Ça n'est pas vrai. Il faut arrêter avec ça. Et il y a une course en avant qui consiste à dire, on va toujours aller avec plus de progrès, on va faire la même chose, mais beaucoup mieux. Et aujourd'hui, je crois que l'impasse, elle est là. Ça veut dire qu'avec plus de progrès, on va faire que la même chose qui sera pire. Donc il faut arriver, effectivement, à revenir à cette métamorphose nécessaire. Quand vous dites évolution, ce qui est troublant avec le plancton qui n'a pas de cerveau, qui vit dans le noir et qui ne se déplace pas seul, c'est qu'encore une fois, il a des facultés que nous n'avons toujours pas. Qui est plus évolué que qui? Je ne suis pas capable d'entrer en symbiose avec un arbre. Le plancton, si. Je ne suis pas capable de produire de la lumière. Alors, j'ouvre grand les yeux, j'essaie de dire des choses intelligentes, mais je ne brillerai jamais. Le plancton le peut. Qui est plus évolué que qui? Le plancton reconnaît dans la différence fondamentale un partenaire. Nous considérons dans la différence visuelle un ennemi. Qui est plus évolué que qui? À mon sens, c'est toutes ces réflexions-là qu'il faut que nous ayons. Voilà. Et vous avez parlé de l'évolution au début de votre propos. Et bien moi, j'ai envie de revenir au début de votre propos. Il faut qu'on questionne ça. Qui est plus évolué que qui? Et s'agit-il d'évolution? S'agit-il de progrès? On a considéré longtemps les peuples de l'Amazonie, les San d'Afrique australe comme des sauvages. Aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ne sont pas si sauvages que ça. Eux vivent en harmonie avec l'environnement. Donc il y a un retour. L'industrie pharmaceutique envoie des gens en Amazonie chez les San pour comprendre comment ils travaillent, comment ils font. S'agit-il vraiment d'évolution? S'agit-il vraiment de progrès? Donc je vous invite qu'on réfléchisse ensemble au début de votre propos. Et peut-être qu'à partir de là, en faisant ce chemin à rebours, peut-être qu'on arrivera à
de nouvelles idées. D'autres questions? Remarques? Allez-y, on a encore un peu de temps. Hein. Oui. Moi, quand je vous entends, je suis toujours ravi, parce que ce n'est pas seulement, c'est un questionnement que vous avez aussi. C'est ça qui est bien aussi, c'est un questionnement. J'aurais souhaité que quand vous parlez comme ça, peut-être aller dans une idée de créer une école. Rien ne vous interdit. Nous avons connu Socrate, nous avons connu d'autres philosophes de ce style-là, et vous nous dites, donc il nous faut une école justement autocritique. D'accord? Et donc à ce moment-là, on verra le bébé, comment il sortira. Donc c'est des questionnements qui sont lourds. Moi aussi, je suis ingénieur, comme vous et tout cela. Et j'ai arrêté mon côté ingénieur pour rentrer dans la philosophie. La philosophie, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas juste un truc comme ça, c'est une nourriture. C'est une question comment on se questionne, comment on se trompe, comment on fait de la métaphysique, comment on fait de la physique, etc. Toutes ces questions, je suis sûr que vous les connaissez, puisque le propos que j'entends veut dire que vous ne sortez pas comme ça. En ce qui concerne l'évolution du monde et tout cela, ça, c'est du pronostic. On ne peut pas s'amuser avec cela. Par contre, les prises de décision, lorsqu'il s'agit de politique, parce que toute la question est politique en ce qui concerne les êtres humains, c'est comment on s'organise dans une cité, ça vous connaissez aussi, et c'est là où ça nous intéresse. C'est dans le combat, c'est pas dans la gentillesse. Nous, on s'en fout que le plancton n'a pas de cerveau. La question, nous, le privilège, nous pensons avoir un privilège. C'est si nous avons un cerveau, c'est parce que la culture, à un moment donné, commence à égaliser la nature. Parce que c'est ça, la culture. La culture, c'est quelque chose que le plancton peut-être ne connaît pas, sauf si vous avez des trucs. Voilà. Donc nous avons perdu beaucoup de choses de la nature ancienne, mais nous avons compensé, soi-disant, par notre culture. Et elle est très intéressante. Ce n'est pas de notre faute si on a un cerveau. L'évolution, nous n'avons pas fait de choix, nous, de cerveau. C'est la nature elle-même qui a fait que nous avons un cerveau. La seule chose que nous avons un problème avec notre cerveau, c'est qu'on ne sait pas vivre sans doctrine, sans truc et tout ça. Voilà, c'est dans ce sens, c'est une interrogation. Moi, je n'ai pas de solution. Voilà. Donc, ce qui fait, moi, les combats, je les aime. Lorsqu'il s'agit, par exemple, en ce qui concerne le climat, j'ai longtemps réfléchi, j'ai cru que c'était du blabla. Ce n'est pas du blabla. On a besoin. Pourquoi? Parce que l'extinction, peut-être, pas totale, on ne peut pas le dire, de l'être humain, c'est-à-dire le genre humain peut disparaître par ses propres méfaits, et non pas par quelqu'un qui l'attaque. C'est une question très, très, très forte, celle-là. Et avant, j'ai cru que peut-être on pense à soi. Moi, je vais partir dans quelques années, là, de suite, vu mon âge. Mais je dis, attention, il faut quand même penser aux autres. C'est-à-dire, c'est une question de... L'humilité, elle est là. L'humilité, elle est là. C'est-à-dire, il faut penser aux autres, ce qui arrive. Donc, pour moi, c'est très important. Ce combat, le combat d'avenir, c'est un combat de la nature. En ce qui concerne le mot écologie, ce n'est pas très grave que je l'emploie, parce qu'il est devenu un peu trop politisé, c'est tant mieux, mais simplement beaucoup de gens croient que c'est un parti. Non, nous devons être écologistes tous. Voilà. Merci. Ouais. Wilfried? Oui, bah, c'est un commentaire, hein, je pense. Hein, voilà. Bon. D'autres réactions? Serge, tu peux, si tu veux revenir. Non. D'autres questions, d'autres remarques? Bon. Alors, juste une chose peut-être en réaction, Wilfried. en termes d'action, parce que vous parlez d'une école, tout ça. Alors, je viens juste de publier le livre, donc je n'ai pas envie d'aller vite en besogne. Ce qui m'a intéressé aussi dans la réalisation de ce livre, c'est que c'est un livre où la dernière phrase, vous le savez, parce que vous l'avez lu, c'est la coopération pacifique. Et ce livre a été conçu comme ça. Il a fallu
que je l'écrive, mais pour que je l'écrive, il a fallu que l'éditeur croie dans ce texte, il a fallu que la Fondation Tara m'accueille, il a fallu que l'Institut français de Paris, l'Institut français de Santiago finance et assure la logistique de mon départ de Lyon jusqu'au Chili et mon retour. Il a fallu que les correctrices corrigent le texte, que la graphiste fasse les illustrations. Voilà, donc je me dis, eh ben, je vais m'employer à tout faire pour pratiquer la coopération pacifique à mon petit niveau. Ce sera déjà pas si mal que ça. Bien, bien, écoutez, merci Wilfried Sondé. Merci Jacques. Je ne saurais recommander la lecture, lire et faire lire, si je puis dire, son dernier ouvrage, Héliosphéra, fille des abysses. Vous remercier d'avoir été avec nous. Et d'ici une prochaine rencontre, vous souhaitez une excellente soirée à toutes et à tous.